J'ai compris. Allez. C'est bon? Alors, Ouais, salut c'est bon. Sophie, merci pour le temps que tu as passé pour nous partager ton expérience. Alors, avant toute chose, parce que je Avec- pense que pas grand monde sait qui tu es dans mes auditeurs, est-ce que tu pourrais faire une Mm. présentation de qui tu es et puis nous expliquer un petit peu justement la vision, ton vécu en conservatoire et ce que tu fais exactement aujourd'hui? Avec plaisir. Eh bien, écoute, du coup, je suis violoniste professionnelle. C'était une passion, c'est devenu mon métier. Et j'ai commencé très très tôt, à 4 ans et demi. C'est ma famille en fait qui m'a mise au violon. Je me souviens très bien qu'à 4 ans et demi, j'ai posé la question d'ailleurs à mon grand-père. Comment est-ce que tu me dis, on va te faire du violon, on sent que c'est fait pour toi, on sent que ça va te plaire. Et je dis, mais comment tu sais que ça va me plaire? Et il m'a dit, on ne sait pas, on le sent. Du coup, ils m'ont mise au violon. J'ai fait mes études au conservatoire de Pau. Les professeurs répétaient à mes parents que j'étais douée, talentueuse. Moi, j'avais franchement c'était une passion, mais j'avais vraiment pas envie de mettre cette énergie de travail. Je l'ai mise extrêmement tard, quand j'ai décidé un peu plus tard, vers mes 16-17 ans, que c'était ça que je voulais faire plus tard. Et du coup, j'ai terminé mes études au conservatoire à Pau. Je suis montée à Paris où j'ai fait un cycle spécialisé pour avoir un DEM au 12e. Là, on s'est On rencontrés s'est du coup. rencontrés. Ça remonte. Exactement. Ça remonte. Après, j'ai fait des perfectionnements à Rueil-Malmaison. J'ai passé les concours d'école supérieure. Euh, pour atterrir en fait à l'ISDAT, à l'Institut supérieur des arts de Toulouse, où j'ai passé ma licence et où j'ai commencé, enfin, par ce biais-là, en fait, j'ai rencontré une personne qui m'a amenée vers le violon baroque et j'ai intégré le pôle des arts baroques à Toulouse, que j'ai terminé l'année dernière. Ce qui fait que maintenant, en fait, j'ai à mon grand bonheur, du coup, plusieurs casquettes. Le violon moderne et en même temps le violon baroque. Deux approches complètement différentes d'une pratique qui finalement a tellement de similitudes, mais tellement on peut approcher les choses de manière tellement différente que ça se complète. J'avais peur à un moment donné que en me mettant au baroque, je perde au moderne et inversement. Et en fait, pas du tout. Les deux jeux se nourrissent l'un l'autre, c'est hyper enrichissant. Du coup, maintenant, je vis à Toulouse. Je suis restée ici. J'ai eu la chance de m'insérer professionnellement assez rapidement après avoir intégré le pôle supérieur. Et du coup, je suis intermittente. Je suis appelée en supplémentaire à l'Orchestre de chambre de Toulouse, au Capitole aussi parfois. Et puis du coup, le baroque que je continue à développer un maximum dans ma vie. Et parfois, de temps en temps, des occasions en soliste aussi qui me remplissent de joie, du coup. Et voilà. Et je donne quelques cours aussi à côté parce que j'aime beaucoup transmettre, pas pour le fait de transmettre, mais pour cet échange qu'il peut y avoir l'élève, qu'importe soit son profil, son âge ou pourquoi il fait l'instrument. Cette position en tant que professeur, enseignant, est toujours de se remettre en question pour pouvoir répondre aux questions justement de l'élève et en même temps hors cadre, hors structure, parce que ça me permet de pouvoir choisir les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Elles aussi me choisissent. C'est pas contractuel et il n'y a pas de cahier des charges. Et du coup, on est libre de respecter nos rythmes naturels pour avancer. J'ai pas quelque chose qui m'oblige, l'enfant qui a 8 ans, de l'amener à tel endroit avec telle pièce à la fin de l'année. Je suis plutôt dans cette écoute, quel est son rythme, pourquoi il fait de l'instrument déjà, pourquoi cet instrument, pourquoi il fait ça, quel type de répertoire il a envie d'aborder, à quel rythme. Et l'essentiel, c'est son développement personnel et ce que ça peut lui apporter. Et parfois, je me retrouve avec des élèves que je prépare et que je coach, comme cette année-là pour l'entrée au conservatoire. Du coup, là, il y a clairement un cahier des charges. Bon, en même temps, je suis un produit des cahiers des charges en étant passée par les conservatoires. Donc, je sais faire. Mais il faut que ça soit aligné, quoi. Ce n'est pas une obligation.
Alors, ça tombe bien que tu parles de ça. Voilà. Parce que du coup, ça m'amène à une question, parce que tu dis, voilà, moi, ce que j'aime, c'est pas avoir à respecter le cahier des charges avec les élèves. Il faut vraiment sentir ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il veut aller. Et du coup, en quoi, justement, cette démarche, j'imagine qu'elle résonne avec toi par rapport à ce que tu as vécu avant. Et en quoi, justement, tu veux apporter ça à des élèves? Est-ce que c'est parce qu'on t'a apporté la même chose ou est-ce que parce que, justement, dans l'autre sens, tu as l'impression que tu en as manqué? Enfin, comment ça s'est passé pour toi et comment tu en es arrivé à vraiment vouloir Mm. faire comme ça avec les élèves? Mm. Ça s'est passé, pour être honnête, beaucoup dans la difficulté, en fait, mon parcours. Clairement pas dans la joie. En tout cas, du moment où j'ai décidé de faire ça, je me suis un peu pris dans la figure, mon retard, mon âge avancé. Je suis montée à Paris en cycle spécialisé, j'allais faire 20 ans, c'est tard. La plupart des violonistes là-bas au CRR, ils ont 16 ans en cycle spécialisé, ils font un bac TMD, donc musique. Moi, il n'y avait pas ça à Pau, donc j'ai fait un bac L, standard. Donc je me suis tout de suite pris dans la figure que j'étais plus vieille. Je venais d'un conservatoire avec un niveau d'exigence moins élevé, que donc il allait falloir que je travaille plus et que j'avais pas le temps. Ok, je veux faire ça, mais en gros, c'était, tu veux faire ça? Bah, travaille et magne-toi parce que regarde, il y a devant, clairement, tu es à la bourre et devant, ça trace. Et si tu veux faire ta place, t'es mal barré. Du coup, à Paris, j'ai énormément travaillé. Je travaillais 6-8 heures par jour. Euh, Souvent pas forcément dans le plaisir, à vrai dire, mais je me suis beaucoup remise en question aussi. Il y a eu des périodes où j'étais certaine d'arrêter. Ça a toujours été des périodes où justement, une ou deux fois où j'ai dit, bon, c'est bon, j'arrête définitivement, je vais faire autre chose. C'était avant des examens un peu judicieux dans le parcours et j'exposais tout aux examens. C'était assez incroyable de voir en fait que dès que je prenais du recul avec l'injonction d'être au niveau par rapport à mon âge ou à ce qu'on attendait de moi, tout de suite j'étais au plus proche de mon plein potentiel. Mhm. Ça a été un vrai déclic déjà pour moi, de me dire, en fait, j'ai réussi à jouer libérée, parce que pour moi, c'était comme si c'était la dernière fois que je montais sur Ouais. scène. Et pourquoi, en fait? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui fait que quand je me soumets à une injonction extérieure, ça m'enlève quelque chose qui m'éloigne de mon plein potentiel? Du coup, les études à Paris, ça a été compliqué. J'ai tenté le CNSM de Lyon plusieurs fois. Plusieurs fois, je suis allée au second tour. Plusieurs fois, on m'a dit, ah, c'est dommage, hein, c'est passé à ça, mais reviens l'année prochaine, hein. Genre ce truc de, on n'est jamais assez, c'est jamais suffisant. Surtout que la troisième fois où je l'ai tenté, au second tour, j'étais extrêmement fatiguée, nerveusement. Donc, j'y suis allée avec cette démarche de me dire, je vais jouer comme je suis. Et s'ils me prennent, ils me prennent comme je suis ou ils ne me prennent pas. Ils ne Mhm. m'ont pas prise. Donc, rejet. Là, j'étais là, ok, d'accord. Donc, dans ce milieu, on n'a donc pas le droit d'être soi, avec ses forces et ses faiblesses, parce que je pense que nos faiblesses sont nos forces, mais voilà. Et après, donc, je suis arrivée à Toulouse. Là, j'ai commencé à respirer, en fait. Parce que tout ce que j'avais engrangé comme difficulté et comme, quelque part, ténacité à continuer à faire ce que je faisais, ça a commencé à payer à Toulouse, dans une ville avec un rythme de vie quand même plus slow. Et j'ai trouvé cette écoute, cette bienveillance qui me manquait à Paris, que je n'avais pas eu. Et j'ai pu commencer à rayonner plus en confiance, à m'autoriser un peu. C'est difficile de s'autoriser à rayonner, vraiment. On en rêve quand on voit les gens rayonner. Oh, c'est génial, mais Ouais. en fait, ne serait-ce que soi-même s'autoriser à l'imaginer et à le vivre pleinement, tout de suite, on se confronte à nos propres limites. Donc, les limites, elles ne sont pas extérieures, elles sont intérieures, en fait. Mais du coup, à Toulouse, j'ai rencontré aussi certaines personnes, donc, par exemple Gilles Colliard, avec qui tout de suite ça a très bien matché, qui a beaucoup cru en moi, qui m'a apporté cette confiance extérieure dont j'avais manqué à Paris, en fait. Et tous les petits bouts se sont recollés. Et là, j'ai commencé à prendre confiance et j'ai commencé à voir mon parcours difficile, entre guillemets, avec cette sensation d'âge et de temps qui passe et jamais suffisant. Je suis trop vieille, le temps passe trop vite, je suis trop vieille pour ceci ou pour cela. J'ai commencé à voir mon expérience comme un atout et non plus comme quelque chose qui m'empêchait d'eux. Et donc, j'ai commencé à me dire, OK, en fait, oui, peut-être que je suis plus âgée que la plupart, mais j'ai mon expérience que j'ai acquise par ce temps passé à galérer, à me poser des questions, à me remettre en question, à faire des choix tous les jours, de continuer à faire ce que je faisais, à travailler. Donc, en fait, mon parcours, il a été juste. C'était mon rythme personnel.
Et merci, en fait. Merci que la vie m'ait apporté ça, parce que si je m'étais écoutée, je serais allée vite, beaucoup plus vite. J'aurais aimé être à 15 ans 1000 fois meilleure, entre guillemets, d'un point de vue extérieur que ce que j'étais. Et je me rends compte que c'est pas ça qui comptait pour moi. Ça m'aurait D'accord. pas amené à être meilleure pour moi, en fait. Et du coup, c'est là que j'ai pris conscience du rythme juste personnel et que je me suis dit, en fait, tout le monde peut arriver là où il en a envie profondément au moment où c'est juste pour lui. Donc, c'est plus une question d'âge. Alors, on va revenir sur ça après, parce que j'adore cette partie-là. Du coup, là, tu as un peu commencé à parler de la prise de conscience. Juste Ouais. avant, je voulais juste partager, parce que tu parlais du fait qu'à chaque fois que tu étais en dehors d'une injonction extérieure, tu arrivais à te libérer. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je suis rentré en Musikhochschule en Allemagne, donc à 26 ans, on parle de l'âge. C'était très vieux Ouais. pour rentrer en bachelor, parce que j'avais commencé à m'inscrire dans des écoles de cuisine pour arrêter. Et donc, Ouais. du coup, libéré, j'étais même passé à UDK à Berlin, où je n'avais pas réussi, mais le prof m'avait dit que ça avait été super, mais avec une place. Et il avait. Enfin, bon. C'est assez marrant parce que du coup, ça se ressemble énormément. Et pareil, tu te dis, bon, bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça veut dire que c'est autre chose qui se passe, mais c'est très difficile après parce que c'est de le comprendre à ce moment-là, ça ne veut pas dire que tu vas t'en libérer derrière. Tu comprends qu'il y a un truc à chercher, mais tu ne sais pas Ouais. encore exactement ce que tu dois trouver. Et du coup, là, tu me racontes ça, je me dis, bah ouais, moi aussi, j'ai vécu ce moment, j'ai réussi au moment où j'avais décidé d'abandonner, d'arrêter. Donc forcément, bah, libéré, et puis ça marche. Donc du coup, justement, tu parlais de cette prise de conscience. Donc, ce n'est pas que à ce moment-là, quand tu parles de prise de conscience, de ce que tu me racontais, ce n'est pas forcément que le fait que tu aies décidé de faire autre chose et que ça t'a libéré. Il y a aussi, tu me racontais quand on s'était parlé un peu en off, que finalement, c'était aussi des fois, tu faisais certains concerts qui étaient censés être beaucoup plus stressants que d'autres situations que tu avais vécues, par exemple en conservatoire, dans le cadre, on va dire, le moule préconçu de notre avenir à devenir soit soliste, soit musicien d'orchestre, soit prof, et puis il n'y a pas d'autre vision, et puis tout ça avant tes 25 ans, sinon c'est mort. Et que du coup, tu t'es retrouvé dans cette situation qui était normalement beaucoup plus stressante, et tu les as beaucoup plus, je vais dire, kiffé, en fait, tu t'es régalé. Et donc, j'aimerais bien que tu nous racontes cette prise de conscience, comment ça s'est passé, en fait, à ce moment-là. Alors, j'ai été confrontée à ça de manière de prime abord très insouciante, parce qu'au Conservatoire de Pau, j'ai eu la chance petite de faire des petits concerts, des petites interventions en soliste, dont je n'ai aucun souvenir, mais qui m'ont quand même marquée. J'ai pas de souvenir dans la matière, mais je sens que ça m'a marquée dans le sens que je donne aujourd'hui à ce que je fais, et en fait dans le fait que ça avait déjà du sens quand j'étais petite. Donc il n'y a pas que du formatage et un moule dans lequel je suis rentrée, ou pas d'ailleurs. Et en fait, un peu plus tard, il y a un concert que j'ai fait, donc toujours avec l'orchestre du Conservatoire de Pau. Je pense que je devais jouer la liste de Schindler ou quelque chose comme ça. Bon. Et à ce moment-là, pareil, j'ai pas de souvenir dans la matière. J'aurais dû stresser, mais tellement, parce que j'étais vraiment dans cette image. Qu'est-ce que vont penser les autres? Et puis ma légitimité aussi à être là sur scène en tant que soliste. Enfin, toutes ces questions qui s'entrechoquent avant de monter sur scène. Mal de ventre, envie de vomir, la totale. Et cette question, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui me prend de faire ça? Et je mets les premiers pas sur scène. Et là, c'est une évidence, en fait. Je stresse toujours, mais plus de la même manière. Et juste, je sens que je fais ce qui est juste pour moi. Entre guillemets, je me sens à ma place. Ça ne veut pas dire que je suis faite que pour être dans une place de soliste dans des occasions où je joue en soliste, mais je sens que je fais ce qui est juste pour moi. Et là, ça libère. Et après, forcément, moi, c'est des moments où je ne me souviens pas de comment j'ai joué, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus transcendant, en fait. Le mental n'a plus le dessus, c'est quelque chose qui passe par le corps. Et par contre, les retours après sur le concert,
j'avais l'impression d'être dans une autre réalité, parce que tout le monde me faisait des retours très chaleureux, plein de compliments. Je ne me voyais pas du tout comme ça. J'ai parfois toujours du mal à me voir comme ça. J'ai fait un concert lundi dernier où il y a une critique absolument magnifique sur ce qu'on a fait. Les retours, je me dis, mais est-ce qu'ils parlent de moi, ce que j'ai fait? Bref. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi je stresse moins que de passer l'entrée à tel conservatoire ou un examen de fin d'année ou faire une gamme devant... Et en fait, j'ai compris ce qui est juste en nous et c'est là qu'on développe notre plein potentiel. Donc, il ne s'agit pas d'avoir engrangé finalement le CV à rallonge qui te justifie en tant que tel. C'est ton expérience, effectivement ta formation, mais qu'est-ce que tu en fais et à quel point c'est juste? À quel point ça se connecte à ton plein potentiel, du coup. Et dans ces moments-là, du coup, je me suis dit, bon, ok, alors, clairement, le stress est mon ami, parce que ça aussi, j'ai bien compris. Ça, je l'ai réalisé assez tard, quand j'ai commencé à m'enregistrer, c'était très difficile pour moi de m'enregistrer et m'écouter. J'avais beaucoup de mal à ça, assez intransigeante envers moi-même. J'ai commencé à le faire et il y a un jour où j'ai entendu du coup 2 enregistrements, pareil en soliste du coup, un où j'avais pas spécialement beaucoup stressé, dans un amphi dans une université à Toulouse, et l'autre à la Hallogrin de Toulouse aussi. La Hallogrin, stress affreux. Avant de monter sur scène, pourquoi je fais ça, je suis folle. Et j'ai écouté les 2 enregistrements dans mon ressenti. Pour moi, j'avais mieux joué à l'université qu'à la Hallogrin, dans les faits, en écoutant de manière objective. J'ai mieux joué à la Hallogrin qu'à l'université. Et donc là, je me suis dit, en fait, mon stress est mon ami parce qu'il m'aide à me dépasser. Et oui, je ne suis pas dans ma zone de confort. Oui, je n'ai pas les mêmes sensations physiques. Mais si j'arrive à accepter ça et à intégrer que je ne joue pas moins bien avec d'autres sensations, mais que je joue différemment, ben c'est bon en fait. Du coup, tout ça, c'est aligné. C'est plein de petits bouts qui sont alignés, qui m'ont fait prendre conscience que, quand je suis alignée avec ce que je fais, je le sens. Je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Moins je suis alignée avec quelque chose, plus ça va se passer par là et ça va être source de stress et d'angoisse. Plus je suis alignée, plus je sens que ça descend dans le corps et je suis stressée, mais c'est pas pareil. Ça n'atteint pas ma confiance en moi. Et Et comment le tu réalises jour... que tu es aligné? Ouais, alors ça, c'est C'est une difficile de question mettre des difficile, mots. je suis désolé. Ouais, non, mais je vais essayer de mettre des mots. Il y a une respiration profonde, il y a quelque chose dans mon ventre qui s'apaise beaucoup. Et alors, c'est difficile, vraiment difficile de mettre des mots. Je rentre dans un sentiment, dans des sensations corporelles plus verticales et plus vibratoires, on va dire. Disons que mon cerveau est plus aussi agité. En fait, c'est un peu comme l'eau. Ça bouge, c'est fluide, mais c'est pas agité, c'est fluide. C'est pas... Alors que quand je suis pas alignée, je commence à me connaître. J'ai énormément de pensées autodestructrices qui remontent, beaucoup liées au regard des autres, au syndrome de l'imposteur, le manque de légitimité, cette peur que du coup les autres veuillent me faire du mal par jalousie, et du coup ça génère une envie de plutôt me renfermer sur moi. Alors que quand je suis alignée, je suis en confiance, tout à l'extérieur, toutes ces peurs sont toujours là, rien n'a changé à l'extérieur, mais tout a changé en moi dans ma manière de l'appréhender et dans ma manière de le vivre dans mon corps, comment je me sens dans mon corps. Bon, voilà. Ouais, non, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très parlant. C'est pour ma part, quand je sens pareil, on est d'accord, c'est ce côté, tiens, je suis en train de faire quelque chose qui me correspond. Et même quand on fait quelque chose qui nous correspond, on doute. Et c'est pas toujours évident de savoir ce qui nous correspond parce qu'il y a aussi, je veux dire, il y a toujours une partie, par exemple, en moi, qui a envie de réussir un truc quand même prestigieux. Mais est-ce que ça me correspond vraiment ou est-ce que c'est juste parce que je trouverais ça kiffant de réussir le concours plus que d'être dans l'orchestre? J'en sais rien, en fait. Tu vois, on ne sait pas vraiment. Mais je sais que quand je suis aligné, que je sais que je suis vraiment en train de faire un truc qui me fait kiffer, même si j'ai des peurs, même si j'ai des petits doutes,
je sens vraiment que je suis super content d'être là. Et voilà, comme la dernière fois, on a parlé de joie. Je sens Ouais, vraiment qu'au exactement, fond de j'allais y moi, venir en fait. et J'allais c'est y là venir. que le stress, parce que tu parles de le stress est ton ami, et j'ai remarqué, et c'est pour ça, c'est beaucoup ce que j'essaie d'enseigner, ce que je fais dans mes coachings aussi, c'est quand tu as le stress, mais que tu as du bonheur à faire ton truc en même temps, peu importe ce que c'est, ben, les deux se combinent et ok, tu peux être encore un peu tremblant, des choses comme ça, mais ça devient plus quelque chose proche de l'euphorie. Donc, effectivement, il faut Ouais, quand même c'est apprendre ça. à le maîtriser quand même, Ouais, mais oui, oh oui. c'est plus Ouais, quelque chose qui est contre toi, c'est plutôt quelque ouais, chose vraiment qui t'accompagne. Et c'est ce que c'est j'essaie de dire ça. aussi, il n'y a pas de solution miracle. Le stress sera toujours là, il est toujours là, mais ça C'est dépend. exactement ça. Mais si on cherche à Voilà, évacuer le stress, euh, c'est pire. moi, je souhaite à personne de ne pas ressentir de stress parce que du coup, il y a aucun challenge, quoi. Le stress, super, je stresse. Ah, ça veut dire quoi? Que c'est important pour moi. Mais génial, je fais un truc qui est important pour moi, quoi. Trop Mm. bien. De personnes qui aimeraient tous les jours pouvoir faire un truc important pour eux, vraiment qui a du sens, quoi. Et après, oui, c'est vrai que c'est exactement ça. Parfois, j'arrive à trouver les mots, parfois moins. Mais j'ai pris conscience que ces moments où j'étais alignée, l'énergie euh, primaire, cette énergie, cette force, en fait, qui me muait vers l'avant, c'était une énergie de joie, mais tellement intense. Mm. Je stressais toujours, mais quelque part, c'est un peu comme s'il y avait deux petits personnages. La joie qui arrive, avec son côté presque insouciant et enfantin, et cette envie de bouffer la vie, quoi, vraiment. Et le stress à côté, et que les deux se prennent la main, ils se disent, mais super, on va y aller. Allez hop, on y va. Ouais, Et du coup, c'est dans ces ça. moments-là, pour moi, la joie est un critère. Si j'ai pas de joie dans ce que je fais, je me remets en question. Je me dis, est-ce que je suis vraiment alignée? Donc là, je repasse mes critères sur pourquoi je fais ça ou ça dans ma vie, qu'est-ce que ça m'apporte, voilà, parce qu'il y a quand même des réalités matérielles autour. C'est utopique de penser dans la vie, on peut faire que des choses qui nous donnent pleinement de la joie, presque euphorique, quoi. Je pense que c'est un peu utopique, mais tout est une question de critères et comment on dose les choses. Et cette joie, pour moi, liée à la peur, du coup, parce que souvent quand je ressens cette joie, c'est que quelque part, je sors de ma zone de confort. Donc j'ai peur aussi. Et là, je me dis, chouette, j'ai peur. Mhm. C'est-à-dire que je sors de ma zone de confort et j'ai peur en ayant envie et la joie de le faire. Ok, Oui, donc c'est juste, j'y vais. on est en dehors de quelque chose de routinier, forcément. Ouais. De toute façon, on est forcément en dehors de… Et c'est assez intéressant ce que tu viens de dire, ça me fait beaucoup penser à… euh, quand j'étais dans les études à Paris aussi, j'avais beaucoup de mal à comprendre, je ne sais pas comment expliquer, mais souvent, les gens disaient « Oh, quand même, on a de la chance, on fait de la musique, on devrait être super content. » Et j'avais aussi ce discours, du coup, je m'alignais avec les autres. Mm. Mais au fond de moi, je me disais que quand je le dis, ça ne résonnait pas. Quand j'étais là à dire ouais, j'ai trop de la chance, je fais de la musique, c'était Ouais. vide, c'était creux. Et pourtant, Mm. quand je jouais en orchestre avec les autres, quand on faisait des sessions d'orchestre, qu'on a pu faire même dans le 12e ou Ouais. peu importe, Mm. je sentais quand même que je prenais un véritable plaisir. Et ça voulait bien dire qu'il y avait quelque chose, mais que ce n'est pas toujours si évident. Et que c'était peut-être aussi, même si j'aimais faire cette musique-là, peut-être qu'il y avait tout un tracé qui n'était pas aligné, je sais, peu importe, mais ce n'est pas évident non plus comme de savoir, de ressentir cette Mm. joie. Est-ce que je suis vraiment sur cette joie? Est-ce que je suis en train de me mentir à moi-même en disant que je trouve ça super cool et qu'au fond, ben, ce n'est pas tant que ça. Ce n'est pas si Ouais. évident. J'aimerais bien, du coup, avancer un petit peu sur certaines questions parce que du coup, donc là, on a, voilà. Ah oui, je voulais rajouter donc un truc très important, moi qui m'aide beaucoup à identifier justement, parce que tu parlais de ça, de se rendre compte qu'on a la joie, identifier, c'est il faut que je dois versus j'ai envie, je veux. Et c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte aujourd'hui. On se rend très peu compte, on les mélange beaucoup. Et évidemment, même dans les choses qu'on aime faire, des fois, on va être obligé de dire il faut que je dois, parce que, comme tu le disais, ce n'est pas toujours au top. On doit passer par faire des gammes qui nous ennuient, hein, par exemple. Mais si vous regardez un enfant, on parlait de ça la dernière fois, si on regarde un enfant, il ne va pas dire je dois faire du dessin. Hein. Il va dire je veux colorier, j'ai envie, je veux manger ci, je veux. Il est vraiment pleinement dans ce qu'il fait vibrer et rien d'autre.
Voilà, c'est vraiment, j'avais ma petite nièce là, il y a 10 jours à la maison, donc ça m'a vraiment explosé au visage ce truc. Le je dois, il faut, ça n'existe pas dans son vocabulaire. Elle a 3 ans, ça n'existe pas. C'est vraiment un truc d'adulte qu'on s'impose au fur et à mesure, qui est parfois utile. Donc voilà, Oui, c'était, je pense pas que ça soit utile. voilà, Mais il je ne faut pense pas non plus. qu'on est adulte, on peut maintenant doser. C'est Et ça. j'ai envie de dire, mais reconnectons-nous à notre âme d'enfant, justement, à ce je veux, j'ai envie, de manière presque too much, quoi. Ouais. Et on va forcément avoir notre petite voix intérieure qui va dire oh, j'ai pas le droit de dire je veux, mais alors attends, d'où on exige les choses comme ça dans la vie, puis tu dis s'il te plaît, puis merci, puis mais en fait c'est Et la bon, vie, tout c'est ça dur, hein. on va pas perdre notre savoir-vivre, mais il faut se reconnecter à ça, parce que sinon comment tu sais si tu en as vraiment envie, ce que tu veux dans la vie, enfin, C'est faut ça. redevenir des enfants un peu. Non, Des mais enfants parce un que peu pour réussir, capricieux. il faut souffrir. La vie, c'est difficile, il faut souffrir, sinon c'est qu'on ne travaille pas assez. Mais oui, exactement. Mais là on est d'accord à 100%. Et du coup, donc, pour avancer un petit peu, parce que voilà, tu as pris cette conscience, mais là, aujourd'hui, je vois, tu en parles de manière très libérée, tu es très carré et OK sur ce que tu fais. On sent que tu es bien dans ce que tu fais. Et du coup, comment tu es arrivé jusqu'à cette manière d'aborder les choses? Parce que quand on en parle ensemble, tu me disais que tu en parlais à d'autres gens, que tu étais vraiment, que c'était, je veux pas non plus dire des bêtises, mais j'avais un peu l'impression que c'était quand même un petit peu aussi quelque chose que tu avais envie de diffuser, cette manière de penser. Et donc, comment tu es arrivé? Maintenant, raconte-nous un petit peu cette libération de parole, cette manière de voir le monde, en fait, et d'essayer de l'étendre et les réactions que ça suscite. Ben déjà, il a fallu, et c'est un travail de tous les jours, parce que je continue à le faire, m'autoriser à le vivre pleinement. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, du moment où je m'autorise à vivre ce qui est juste pour moi, indépendamment des injonctions extérieures, indépendamment des chemins tout tracés ou de ce que pourraient penser les autres, je fais un vrai travail d'abattre mes propres limites et de me connecter à mon plein potentiel. Donc, il y a une part de ce travail-là qui est de soi pour soi. Quelque chose d'un peu jaloux, et quand on arrive à ressentir un peu ça, ce plaisir plus coupable d'abattre ses propres limites et se dire mais je suis tellement plus en potentiel que ce que je m'autorise à vivre, et je peux tellement imaginer ma vie en dehors, c'est même pas un but d'imaginer sa vie en dehors de ce qu'on nous montre, mais je peux l'imaginer comme je le souhaite. Il y a toujours des contingences matérielles, elles sont là et on ne peut pas faire sans, mais on peut les utiliser. Et on peut se dire, soit c'est une limite, soit c'est quelque chose qui me pousse à aller plus loin dans ma réflexion et dans ma manière de m'imaginer faire ça, et comment je peux l'utiliser pour que ça s'aligne en fait avec ce qui est mon but profond. Donc, il y a une part de travail qui est très personnelle et un peu égoïste et jalouse, voilà, de s'autoriser à le vivre pour soi. Et après, j'ai eu besoin d'en parler un peu, ouais. Parce que je me suis sentie en décalage. Bon, ça, c'est un peu l'histoire de la vie de beaucoup de gens, de se sentir en décalage. C'est un peu l'histoire de ma vie. C'est bien de le dire parce que Depuis l'école jusqu'à maintenant, je continue de me sentir en décalage. c'est très bien C'est de le comme dire. ça. Parce que c'est Ouais. Non, beaucoup de gens et en pensent même être les temps, seuls à être en décalage, alors qu'en non, réalité, on non, l'est non. tous. En fait, je pense qu'on est tous quand on est en décalage avec soi, en fait. Et j'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante, et je me souviens très bien, je fais une petite aparté, quand j'étais petite, le collège, ça a été une horreur pour moi. Ce moule, là, cette norme, il faut s'habiller comme tout le monde, la nouvelle mode, il faut dire, faut coller, quoi. Il faut coller à... Moi, je n'étais pas du tout... même si j'avais voulu, j'ai grandi plus tard, j'étais petite, toute mince, première de la classe, les petites lunettes, je fais du violon, enfin... Et en fait, je rentrais et je disais à mon père, mais papa, je suis différente, j'en ai marre d'être différente, j'en ai marre, c'est tellement dur à vivre, quoi. Et il m'a dit, Sophie, je t'éduque justement pour que tu sois différente, parce qu'en fait, ta différence, ce sera ta force. C'est ça qui va faire que tu vas vivre ta vie et pas celle des autres. Alors là, je grommelais. Je dis, ouais, mais je comprenais pas, quoi. Mais Mais non. non, mais c'est tellement dur à vivre. Et maintenant, je dis, merci, merci. Donc maintenant, quand j'ai cette sensation de décalage, de différence, je me dis, OK, soit ça m'empêche pas de vivre dans ce monde. Ça va pas du tout m'empêcher de vivre dans ce monde. Tout dépend de comment je vois les choses. Du coup, j'ai eu besoin d'en parler.
parce que j'ai senti un décalage. Et le premier truc que j'ai pris un peu dans la figure, ça a été, par exemple, je disais, parce que ça, c'est peut-être quelque chose que je suis en train de remettre en question, mais il y a une période où je le sentais profondément. Une place de titulaire dans un orchestre, ça ne me faisait pas rêver. Voilà. J'adore l'orchestre, j'adore ce que je fais, mais aller tous les jours dans le même cadre de travail, cette forme de routine d'installation, ne me faisait pas rêver du tout, quoi. Et j'étais ah bon, mais une place d'orgue, mais attends, mais c'est ce que tout le monde, ça, on fait des études pour ça. Et puis non, mais attends, t'imagines, le salaire, t'es en CDI, le confort matériel et tout. Et puis comment tu vas faire pour vivre? Et puis l'intermittence, c'est pas dit que. Et tous ces renvois de peur, en fait, voilà. Et en fait, sur le moment, c'était dur parce que le décalage que je ressentais, il était bien, bien ancré. Du coup, je suis vraiment en décalage. Et en fait, j'ai compris que cette personne ne me parlait pas de moi, elle me parlait d'elle. Et il n'y a pas de jugement qui soit. Mais elle me parlait de ses propres remises en question, de ses propres peurs, de ce qui était important pour elle, la stabilité, voilà, ok. Et je me suis dit, soit, si c'est aligné pour elle, très bien. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas parce que la personne en face t'a fait un retour déstabilisant qui, de manière impulsive, te fait sentir en mode, j'ai pas le droit de vivre ça, ou qu'est-ce que je fais, je suis en train de faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu taises et que tu ne le fasses pas, si c'est vraiment juste pour toi. Du coup, j'ai continué. Ça a été un peu comme le sel, hein, ça a été très timide. J'ai continué à en parler parfois, quand je sentais que ça s'alignait à certaines personnes. Et de plus en plus, les retours que j'ai eus ont changé. J'avais des personnes qui comprenaient déjà, comprenaient cette remise en question. Attends, est-ce que je passe des concours parce que je le souhaite vraiment, parce qu'une place, ça me fait vraiment rêver, ou est-ce que je le passe parce que sur la to-do list ou sur les sorties professionnelles dans le cadre des études de musique, tu as prof, soliste ou titulaire en orchestre, est-ce que c'est parce que c'est les cartes qu'on m'a données ou est-ce que c'est moi qui le veux vraiment, quoi. Et j'ai eu aussi d'autres retours de personnes qui disaient, mais effectivement, je voyais que ma façon de voir les choses était pas très commune dans le sens où pas très parlée. Il n'y a pas une libération de parole là-dessus. Et pas très corporate. Ouais, exactement. Clairement pas. Pas très corporate du tout. Surtout quand je dis, ça là, j'aime bien la placer cette phrase parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti, une espèce de prise de conscience cellulaire d'un coup, qui a dit qu'à 30, 40, 50 ans, on ne pouvait pas devenir soliste. Et là, quand je dis soliste, c'est pas aller faire le tour des grandes salles dans le monde, parce qu'effectivement, je suis pas folle. Je vois bien qu'il y a des solistes qui, voilà, des parcours. Il faut commencer à 12, 15 ans, faire les plus grands concours, les gagner. Ok, très bien, mais il n'y a pas que ces solistes-là, hein. Il y a plein de personnes qui jouent en soliste dans d'autres cadres, sur des concerts à échelle différente, avec des publics différents, et ils vibrent complètement ce qu'ils font. Ils sont complètement à leur place. Mais qui a dit en fait que pour être soliste, il fallait avoir 15 ans et être hyper doué des stages-là? Personne ne l'a dit en fait. Et donc moi qui kiffe absolument ces opportunités en soliste, je me suis dit, mais Sophie, il va être temps déjà que tu oses le dire. Si tu veux attirer ça à toi, il va falloir que tu oses dire ce que tu veux. Donc, à l'époque, c'était une place en titulaire d'orchestre. Ça ne me fait pas rêver. Moi, je me vois plus changer d'univers de travail, une fois en orchestre, après faire un concert en soliste, puis en baroque, et puis machin. Et pas avoir peur que les autres disent, mais elle est quand même gonflée, celle-là. Comment elle imagine sa vie? Elle croit que c'est tout rose comme ça, elle va tout prendre et tout. En fait, j'imagine ma vie comme je le veux. Et je m'autorise à le dire. Et si ça dérange, c'est pas grave. Ça parle pas de moi, hein. Donc, moi, je vais vivre ma vie en plein potentiel. Et les gens pourront penser, donc elle est vachement orgueilleuse, hein. Oh, puis, elle est hyper exigeante aussi, hein. Elle ne se rend pas compte des réalités matérielles, hein. Si. Ouais. Oui, bien sûr. Mais moi, ce n'est pas un frein, en fait. C'est OK, comment je vais faire avec ça? Et comment, justement, ça va faire grandir mon projet et faire que je vais aller encore plus loin que ce que j'aurais été sans ce frein qui aurait pu en être un. Du coup, j'ai commencé à parler comme ça. Ça m'a fait un bien fou. Et le retour que j'ai eu en face, j'ai vu dans les yeux de certaines personnes que c'est quelque part ce qu'elles avaient besoin d'entendre. On a toujours besoin dans notre vie d'inspiration, entre guillemets. Je ne dis pas que je suis une inspiration, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. J'ai juste que parfois, on va avoir une discussion avec une personne qui va être tellement inspirante, ça va nous donner une telle énergie.
c'est de l'énergie dont on a besoin, parfois pour se dire, OK, allez, j'abats mes limites là. Qu'est-ce que je suis en train de... Et Ouais. donc, j'ai vu ça, en fait, dans les yeux de certaines personnes. Et je me suis dit, en fait, mon parcours, qui est certainement celui de plein de gens, je me sens pas... En même temps, je sais que je suis unique et en même temps, pas que unique. J'ai pas un parcours hors du commun, mais ça reste le mien. Je me suis dit, mais il peut servir. Moi, déjà, il me sert tous les jours. Mais s'il peut servir et que le message, ça peut être, mais osez vivre la vie de vos rêves. C'est bête, c'est con, ça fait très bisounours, mais les rêves, c'est pas des trucs qu'on pense en dehors des contingences matérielles et qui sont « Ah, mais j'ai rêvé d'un truc, c'était génial, mais jamais je le vivrai ». Non, non, les rêves, c'est où est-ce que je me vois dans 5 ans? Si j'imagine la vie de mes rêves, dans 5 ans, je me vois où? Je me vois faire quoi? Et je m'autorise à le vivre, je m'autorise à le ressentir et je fais tout pour que ça se passe. Et toutes les contingences matérielles sont là, mais quand c'est aligné, tout de suite, elles sont beaucoup moins freinantes et elles s'alignent avec le projet et ça se fait. Ah, j'adore que tu sois arrivé là maintenant parce que justement, tu as commencé cette partie, là, cette dernière partie, tu as commencé avec l'égoïsme qui était... et moi, j'appelle ça l'égoïsme positif. Et donc, pour finir, ben, finalement, grâce à ça, ça t'aide tous les jours et tu peux le transmettre maintenant. Et il y a cette comparaison, enfin, cette métaphore où, avec tout simplement dans un avion qui est en train de se cracher, par exemple, il y a les masques à oxygène qui sortent et naturellement, beaucoup de gens mettraient le masque à oxygène en premier sur l'enfant à côté d'eux. Mais s'ils tombent dans les pommes parce qu'ils ne se sont pas mis sur eux-mêmes avant, ils pourront aider personne. Donc, il faut d'abord se libérer soi-même et être vraiment OK avec soi-même pour aller plus loin. Donc déjà, voilà, j'ai trouvé ça génial parce que tu as vraiment fait un début et une conclusion très liés. Je ne sais pas si on a encore énormément de temps par rapport pour l'interview, mais je voulais rajouter, tu avais pas mal parlé quand on avait discuté entre nous la dernière fois, justement, de ce système où finalement, quand tu préparais les examens, les concours, tu n'étais pas vraiment aligné, tu parlais vraiment de perte de plaisir. En fait, la réussite de la performance devenait plus importante que le plaisir en elle-même. Et dans ta prise de conscience, c'est ce que tu as retrouvé. Tu t'es rendu compte que ce que tu nous racontais là, tout à l'heure, entre la halle au grain et ce concert en université, finalement, tu avais eu deux cadres différents. Ah non, je me mélange un petit peu, pardon, mais en tout cas, il y avait eu des cadres différents et qu'au bout du compte, du moment qu'il y avait la notion de plaisir plus que la notion de performance pure, on était vraiment plus à l'aise. Je voulais rajouter encore un petit truc. Donc, c'était aussi, on avait beaucoup parlé de détruire le podium de l'excellence de la jeunesse. J'aime bien cette expression. Attention, alors c'est pas, ça peut sonner vieux frustré qui sont pas dire oui. Non, c'est vraiment. Tu as raté ta vie, alors forcément, hein, tu veux tout détruire. C'est justement ce que tu expliquais tout à l'heure. J'ai bien aimé, c'est toujours vouloir mettre en opposition. Soit tu es jeune et tu as encore le droit de réussir, soit tu es vieux et puis de toute façon, tu as tout raté. Alors que finalement, comme tu le disais, et ça j'ai vraiment aimé, qui a dit un jour qu'il fallait absolument avoir 15 ans, 20 ans pour devenir soliste international, pour devenir soliste, pas international, justement, pardon, désolé. Voilà, tu vois, c'est défaut. Oui, tu vois, c'est tout, mais il n'y a pas de mal. Soliste, ça n'existe pas, c'est forcément suivi de l'international. Et être soliste, et même dans des plus petites salles, dans les plus petits endroits, avec des publics qui vont adorer, avec et pouvoir te développer pleinement. Ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Alors, pour finir, parce que je pense qu'on arrive au bout, je voudrais te poser 3 questions. Alors, la première, c'était si tu avais un tableau géant que le monde entier pouvait voir en même temps, qu'est-ce que tu mettrais dessus? Oh, tellement de choses. En fait, j'aurais peur d'en mettre trop ou pas assez. Quelque chose de fort, ça peut être une phrase, ça peut être une image, peu importe, en fait ce que tu veux. Un tableau géant? Ouais, que tout le monde pouvait voir pile en même temps. De la lumière, une espèce de halo de lumière énorme. Que quand les gens le voient, ils se sentent en même temps appelés par cette lumière et en même temps ils sentent qu'ils sont cette lumière. Il y a une espèce d'échange d'un coup, genre
waouh, c'est beau, je me sens appelée, et en même temps, waouh, cette lumière, elle se reflète en moi, mais en fait, je l'ai là, quoi. Juste Ouais, ça. d'accord. Et alors, est-ce que tu as un livre à partager? Alors, c'est pas forcément être obligé d'être en lien avec tout ce dont on a parlé, mais quelque chose Mm. qui te marque, que tu trouves puissant, que tu lis peut-être en ce Mm. moment, peu importe. Je suis en train de regarder toute ma bibliothèque. Un livre, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu Un peux en livre, sortir plus si tu veux, mais on va essayer quand même de rester waouh. limité à 2-3 maximum. Allez. Allez, il y a, par exemple, c'est pas un livre, mais c'est plutôt des récits d'aventure. Par exemple, je m'inspire beaucoup des personnes qui font du sport à haut niveau. En ce moment, c'est la Transat Jacques Vabre, par exemple. Je suis absolument fan de ces gens qui repoussent leurs propres limites. Donc, il y a pas mal de livres qui sortent là-dessus parce que chaque skipper sort des livres. Voilà. Donc, il y a Florence Artaud, par exemple, il y en a plein d'autres. Ou même en dehors des skippers, Mike Horn. Donc, ces récits en fait d'aventure Mhm. me nourrissent beaucoup, et je pense que c'est une jolie porte ouverte vers des mondes qu'on n'ose pas imaginer pour soi, mais voilà, voir comment ça résonne aussi, et ouvrir un peu notre champ. Après, à vrai dire, il y en a tellement des livres. Là, en ce moment, je suis en train de lire un livre sur la Kabbale, donc rien à voir, on est sur une espèce de spiritualité un peu, voilà. Euh, et je pense pas qu'il y ait un livre qui m'ait marqué. Il y a quelques chapitres du violon intérieur. Je sais plus qui l'a écrit, je l'ai quelque part par là. Le violon intérieur, ça m'a beaucoup parlé. À la fin, il y a toute une approche du stress qui m'a énormément aidée pendant pas mal de temps. Et aussi du travail, notamment comment on travaille le fait de ne pas savoir quelque chose en le travaillant en là, et je suis en train de consolider les choses. Mais non, parce qu'à un moment donné, quand tu travailles trop, tu consolides plus, tu entretiens la croyance que c'est jamais suffisamment acquis. Donc, tu le rateras toujours dans des manchets, par exemple. Et ça, en fait, j'ai Ah, avec. c'est fort, c'est très très fort. Ouais, Merci c'est là. hyper fort. Ouais, Très ouais. très fort. Comment à travers l'énergie du travail, voilà, le travail, on entretient le fait que c'est jamais suffisant et finalement qu'on connaît jamais suffisamment les choses. Et donc, on entretient cette technique ratée ou jamais suffisante, c'est des Mm. manchets ratés. Bon, ouais. Et ça, c'est grosse déconstruction, Ouais, ça. j'ai appris à Donc, beaucoup le moins violon travailler intérieur, en Allemagne, ça m'a pas mal. justement. J'ai beaucoup moins Ouais. travaillé quand j'étais en Allemagne et j'ai appris à de moins en moins travailler. Je trouve que j'ai de plus en plus de résultats. Alors évidemment, il faut quand même un minimum, hein. mais du Ouais, coup, c'est c'est très ça. fort. Je ne savais pas qu'il y Mais avait... encore une fois, le moteur, c'est j'ai envie de travailler. J'ai Mm, envie de travailler. Donc, ça sera juste. C'est travailler juste, quoi. Mais ça, c'est difficile pour le coup. ouais. C'est pas tous les jours évident. Parce que bon, il faut travailler. Des fois, il faut travailler, quoi. Tu as une série avec une pièce hyper difficile. Tu joues, je sais pas quelle symphonie. Tu n'arrives pas à passer le trait. Il faut travailler. Ouais, Oui. mais du coup, comment je vais trouver la joie? Et Toujours. une dernière question. Ouais. Celle-ci, c'est est-ce que tu as une œuvre, tout art confondu, mais alors là, une qui te parle vraiment? Ah, encore une fois, c'est compliqué. Ouais, non, je sais, hein, je suis Une, compliqué. c'est très compliqué. Alors, il y a pas si longtemps, j'ai été à Montpellier voir l'exposition Soulage. C'était la première fois que je voyais du Soulage. J'ai pas eu comment dire, un feeling très développé pour la peinture. J'ai pas eu cette approche-là très tôt, donc pour moi, ça reste assez abstrait. J'ai été captivée, en fait, par ce que ça a dégagé, ces tableaux. Alors, on en parle beaucoup, Soulage, Soulage, mais je trouve on en parle, et il y a aller voir et être happé par c'est de l'énergie, en fait, cette peinture. Et il y a quelque chose qui me parle beaucoup dans la lumière qu'il y a dans le noir, en fait. Et je trouve que c'est une jolie métaphore de comment on peut voir les choses dans la vie, quant à nos difficultés, nos zones d'ombre, nos moments difficiles, et combien tout ça, en fait, est tellement fort en lumière et en énergie, quoi. Et les deux s'auto-nourrissent. Et l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Et du coup, Soulage, je trouve que c'est de la peinture qui aide à accepter, à accueillir nos zones d'ombre. Parce qu'il y a tellement de lumière dedans, il y a tellement de potentialité que plus on va fouiner, plus on va aller chercher, plus on en fait des amis, et plus on se libère, en fait. Et plus c'est lumineux. Et en fait,
Voilà, ça soulage, quoi. Donc, si on retient tes trois réponses, lumière et énergie donnent un dépassement de soi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Ouais, oui, c'est Ouais. ça. Eh ben, merci beaucoup, Sophie. Ben, merci Et, à toi. eh ben, j'espère à bientôt. Et, Bah oui, moi euh, aussi. et je vous dis au revoir à tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire et je pourrai même les transmettre à Sophie si vous voulez des réponses. Bye tout le monde.